Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, 3 ans de travaux résumés en une centaine de pages. Le rapport de l'enquête menée pour clarifier les circonstances d'événements majeurs aux Antilles-Guyane a été remis au ministère des Outre-mer hier. L'hypothèse de l'attentat contre Justin Cataillé y est écartée. Richard Gabriel garde son siège de président de la Chambre de commerce et d'industrie. Après les élections le mois dernier, l'installation de la nouvelle équipe s'est tenue cet après-midi. Le spectre de la plainte déposée par l'opposition plane toujours. Enfin, les cyclopousses débarquent à Cayenne. Ces taxis-vélos habitués des grandes villes promèneront les touristes dans les rues de la capitale et ses alentours sans polluer. Le parc de transport propre a été inauguré hier. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Une centaine de pages pour résumer 3 ans de travaux. La commission historique chargée de faire toute la lumière sur 3 événements majeurs survenus dans les Antilles-Guyane a été rendue hier. Décembre 1959 en Martinique, juin 1962 en Guyane et mai 1967 en Guadeloupe. Pas de révélation phare dans le document, même si les historiens ont eu accès à des dossiers classés jusque-là secrets. Ce travail devrait toutefois lever le voile sur certains aspects encore troubles de ces événements. Explication Éric Dupuis. Jusqu'à présent, l'État n'a commandé des rapports historiques sur des affaires ne concernant que la Seconde Guerre mondiale. Celui remis à Erika Barrage sur des événements de Guyane, Guadeloupe et Martinique en plein contexte de décolonisation est inédit. 3 événements qui ont profondément marqué les imaginaires politiques en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe et sur lesquels il était nécessaire de faire la lumière et d'affronter ce passé. Parmi ces événements, le crash du 22 juin 1962 en Guadeloupe d'un avion Air France avec à son bord des autonomistes antillais et guyanais. Le rapport d'enquête est resté secret d'État jusqu'en 2012. À l'époque, la rumeur d'un attentat s'est très vite propagée. Avec la commission, ce spécialiste guyanais en sait plus aujourd'hui. Le gouvernement refuse de le publier car la responsabilité de l'État est engagée partiellement dans cet accident. Il y a eu toute une conjonction de faits qui ont consolidé cette idée d'attentat. Nous n'avons trouvé aucun élément qui permette d'accréditer cette idée. Les émeutes de décembre 1959 à Fort-de-France, c'est le sujet de maîtrise de cet historien martiniquais lorsqu'il était étudiant dans les années 60. Avec cette commission, il a fait évoluer son analyse sur les faits. Fond décembre 59, reste décembre 59, avec ses ombres, ses côtés forts, ses côtés sombres, mais c'est ma manière de travailler qui a évolué. Désormais, je m'appuie sur un travail d'archives et de référence beaucoup plus important, beaucoup plus précis qu'avant. La commission espère que son travail permettra à la population antillo-guyanaise de mieux assimiler ces événements qui ont marqué l'histoire récente de ces territoires. François Fillon et Alain Juppé sont les candidats restants dans la primaire de la droite et du centre. En Guyane, le 2e tour de l'élection se tiendra samedi. Les 2 candidats ont fait campagne dans les territoires d'outre-mer avec des déplacements express durant l'année. Mais quels sont leurs programmes pour les ultramarins? Voici quelques éléments de réponse. Ce 2e tour entre François Fillon et Alain Juppé sera un combat projet contre projet. Les 2 finalistes de la primaire de la droite et du centre ont dressé depuis plusieurs semaines leur projet pour l'outre-mer et plus précisément pour la Guyane. Petite plongée dans les propositions des 2 candidats. Donner à la police judiciaire des moyens nécessaires à ses missions et réglementer le droit de la chasse. Nous répondrons avec fermeté à la délinquance des mineurs, d'autant plus inquiétante que ces mineurs de plus en plus jeunes commettent des délits de plus en plus graves. Assurer que les peines prononcées soient effectuées en engageant un programme d'investissement ambitieux pour les prisons. Je veux stopper l'immigration irrégulière, dévastatrice pour la cohésion sociale. Développer les patrouilles mixtes terrestres et maritimes, associant policiers de pays frontaliers et gendarmes ou policiers français. Mieux encadrer le droit du sol en conditionnant l'acquisition de la nationalité de l'enfant à la situation régulière d'au moins un des 2 parents.
Mener une politique énergique de reconduite systématique aux frontières en concluant de nouveaux accords de réadmission avec les États voisins. Je veux réduire les inégalités dans le domaine de la santé, développer massivement les outils et des formations. Pour faire face à l'échec scolaire et à l'illettrisme, engager avec détermination une bataille pour la maîtrise du français, particulièrement à Mayotte et en Guyane, et faire de la santé dans les Outre-mer une priorité de l'action de l'État. Simplifier la défiscalisation pour relancer l'investissement dans le secteur privé. Développer et moderniser les projets de traitement et de valorisation des déchets ménagers, qui sont consubstantiels à la relance de projets de tourisme et de valorisation du patrimoine. Mettre en place en partenariat avec les chambres consulaires des formations dédiées à la création et à la reprise d'activités. Pour ne pas plonger les Outre-mer dans la récession, nous ne remettrons pas en cause le principe de la surrémunération. Je vous le disais en titre, la Chambre de commerce et d'industrie ne change pas de président. Après 2 années à la tête de la Chambre consulaire, Richard Gabriel a été reconduit cet après-midi par ses colistiers lors de l'installation de l'équipe élue. On rappelle tout de même qu'une plainte avait été déposée contre la liste de Richard Gabriel pour vol d'enveloppe, une affaire qui n'a toutefois pas perturbé la cérémonie. Ayodele Germa. À l'unanimité des 32 membres présents, Richard Gabriel est élu président de la Chambre de commerce et d'industrie. À 65 ans, il succède pour un premier mandat de 20 mois à Jean-Paul Lepelletier, contraint à la démission par décision de justice en mars 2015. Pour ce premier mandat de 5 ans, le Richard Gabriel compte faire des économies. J'ai déjà fait une économie de 25 millions d'euros avec l'État, mais là, il faut qu'on continue. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient dire, la Chambre de commerce n'a pas d'argent. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler, on va continuer à faire notre boulot, notre travail régalien, c'est-à-dire la formation, l'aéroport. Mais bon, il y a des choses que peut-être, malheureusement, on va être obligé de supprimer. Bon, comme l'international, peut-être. Je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr. À la première vice-présidence, Cathy Kléber, directrice de la société Guyane Collecte Collective depuis 2005. Elle insiste sur la formation et l'ouverture du monde économique à la jeunesse. Nous n'avons pas d'autre choix que de développer l'économie. Quand nous connaissons les problèmes d'insécurité, chaque jeune est potentiellement un nouveau chef d'entreprise et nous ne pouvons plus attendre sur le fonctionnariat, par exemple, ça ce n'est plus possible. Donc nous devons pousser tous les jeunes à devenir leurs propres patrons et je crois que la Guyane ne pourra pas s'en sortir autrement. C'est les aider, tout simplement, je veux dire. Ça commence déjà par la formation à l'école. Donc, vous savez que la Chambre de commerce a un centre de formation. C'est également s'appuyer sur le centre de formation de la Chambre de métier, puisque ce sera en collaboration avec la Chambre de métier. Donc, ça commence déjà par la formation. Ensuite, comme je vous dis, c'est l'accompagnement. Il y a des dispositifs qui existent. Donc, à nous d'informer les jeunes porteurs de projets, qu'il y a des dispositifs qui permettent de développer leur entreprise et ensuite d'assurer leur accompagnement pour qu'ils réussissent le développement de leur entreprise. Lors de cette assemblée, la commission consultative des marchés voit désigner à sa tête Ludovic Bossou et Véronique Sorbe prend la présidence de la commission des finances. On poursuit avec cette initiative de Guyane Développement Innovation, une semaine de conférences en ligne entre lycéens et jeunes entrepreneurs. Avec l'aide du MEDEF et du rectorat, l'établissement mettra en lien les jeunes avec le monde de l'entreprise, manière de donner envie à ses futurs actifs et pourquoi pas d'inciter au recrutement. 30 000 connexions sont attendues au cours de cette semaine. Écoutons les explications du chargé de mission numérique au micro d'Ayodele Germa. Guyane Développement Innovation a souhaité s'inscrire dans cette action qui est en partenariat avec le rectorat et le MEDEF Guyane en faisant une action sur les réseaux sociaux, donc plus particulièrement sur le Facebook de GDI, pour vulgariser l'entrepreneuriat et on a préféré choisir des jeunes chefs d'entreprise parce que pas très loin de leur âge et déjà beaucoup plus proche d'eux pour pouvoir leur parler de choses, de leur parcours, de ce qui a été difficile pour eux, de quoi ils sont partis. C'est un moment pour vulgariser l'entrepreneuriat, c'est un moment pour tenir ces moments de vie d'un chef d'entreprise. On a eu quelques questions, mais plutôt pas en direct, mais en différé. Je crois que c'est un concept qui est
qui est peut-être récent ici, donc le temps que ne serait-ce que les proviseurs, les professeurs s'en imprègnent, pour se dire, bon ben là on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise plutôt que d'avoir à se déplacer pour pouvoir leur poser des questions. Voilà. Direction la Guadeloupe où l'appel au blocage massif lancé par une intersyndicale n'a finalement pas eu l'ampleur attendue. Seules 8 stations-service sur 108 étaient fermées. Aujourd'hui, l'objectif pour les syndicats était de peser sur les négociations annuelles obligatoires entamées ce matin dans le secteur des produits pétroliers. Le flop n'a toutefois pas découragé les leaders. Reportage Nathalie Zinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. Les pompistes affiliés à l'UTPP-UGTG étaient venus négocier une plateforme de revendication avec les gérants. Un rendez-vous fixé il y a déjà plusieurs semaines. Ils ont trouvé porte close et pour cause, le syndicat des gérants refuse de s'asseoir à la table tant que les stations seront bloquées. Eh bien, ça qui est passé, qu'on a constaté, nous venons effectivement à rendez-vous là, puisque nous savons que nous avons rendez-vous bon matin à l'hiver, pour effectivement éplucher les cahiers de revendication qu'elle nous posait à l'EGPSS. Nous avons constaté effectivement qu'elle peut fermer. Et depuis qu'elle peut fermer, on a reçu un message des collègues, où là, il a informé nous effectivement qu'après puis des semaines rendez-vous l'arrêté, il est étonné bon matin là de constater que certaines stations fermées. Donc pour lui, certaines stations pas de fermées pour nous été M'a dit que pas jouer GBC avec nous, puisque nous allons là s'accepter effectivement qu'il y a rencontré nos petits bras secs, d'autant plus que nous avons été informés que certains gérants pas informés. D'accord? Depuis la vie de grève là, il est surpris. Ça veut dire qu'il n'a pas fait travail là, il a fait une minorité avant petit coco à gérant. D'accord? Donc nous ne pas bien reprendre l'année avec lui. Mais de toute façon, ça va renforcer la détermination nous aujourd'hui là, à amplifier effectivement la mobilisation là. Totalement fermer toute station qui est en Guadeloupe, de manière à ce qu'elle nous oblige qu'on la vienne ciser pour nous discuter et éplucher des points de revendication qu'elle nous posait. Pour l'heure, 8 stations sur 108 sont bloquées. Pour se faire entendre, le syndicat promet de durcir le mouvement. Les stations sont déjà prises d'assaut depuis l'annonce de la grève. Nous avons essayé de contacter le président des gérants, Patrick Collet, qui pour le moment se refuse à tout commentaire. Affaire à suivre. Chez nous, Rokhaya Diallo achèvera demain soir un voyage de 5 jours. En ce mois du film documentaire, la journaliste et réalisatrice engagée à présenter les marches de la liberté, enquête de 52 minutes sur la question du racisme dans les années 60 jusqu'à nos jours. Ce matin, des lycéens et des jeunes chroniqueurs citoyens ont assisté à une projection du documentaire à Saint-Laurent. S'en est suivie une séance débat avec la réalisatrice Elsa Gonzalez. Les yeux rivés sur l'écran, il regarde attentif et concentré les images qui défilent. Âgés entre 15 et 18 ans, c'est l'occasion pour ces jeunes de s'interroger et de mieux comprendre la société d'aujourd'hui. Je ne connaissais pas la marge du racisme, mais après avoir vu ce film, j'ai pu en savoir plus par rapport au racisme en France et aux États-Unis. Le discours de Malcolm X, je le connaissais déjà, mais là j'ai pu réellement voir un peu de quoi il s'agissait réellement. Et j'ai pu réellement voir l'importance du Malcolm X que Martin Luther King a suscité aux États-Unis. Du célèbre discours de Martin Luther King à aujourd'hui, où en est-on? C'est la question que s'est posée un groupe de jeunes états-uniens venus en France en 2013 pour confronter leur vision sur l'identité du peuple noir. Rokhaya Diallo a suivi ces individus dans tout Paris. C'est un documentaire qui suit des jeunes américains qui découvrent la France à travers les questions raciales, et en particulier la région parisienne. Donc ils arrivent en ne connaissant pas vraiment le pays, en connaissant tous les clichés sur la Tour Eiffel, la Joconde, etc. Et ils se rendent compte finalement en fait, qu'on est exposé à des problématiques assez identiques en termes identitaires. Par le biais de ce documentaire, elle a voulu faire un parallèle entre la crise identitaire que subit la France et celle des États-Unis. Journaliste et réalisatrice, elle est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le racisme. Un combat qu'elle mène jusque dans sa profession. J'en avais aussi assez de voir que les voix comme la mienne n'étaient pas représentées, parce que malgré tout, aujourd'hui en 2016, c'est très rare de voir à la télévision française des gens comme moi, des gens noirs, des gens issus des quartiers populaires. Et donc c'était la raison pour laquelle j'avais envie de m'impliquer. Et je pense que malheureusement, on n'y est pas encore. Il y a encore du travail et j'espère que d'autres générations auront envie de représenter un petit peu les invisibles. Ce soir, une diffusion tout public au cinéma Le Toucan présente le film De Paris à Ferguson, coupable d'être noir. Un débat avec la réalisatrice est également prévu. À son niveau, lutter contre le racisme.
À Saint-Laurent toujours, le projet de centre commercial se précise. Un supermarché Carrefour, une galerie commerciale d'une trentaine de boutiques et un complexe cinéma qui devrait voir le jour en 2018. Mais la construction qui a démarré avec cette arrivée de l'édifice est observée plutôt avec un œil inquiet par les commerces de proximité. Les gérants de ces petites structures craignent une mise à mort progressive de leur secteur d'activité. Une association chinoise s'est d'ailleurs réunie en début de mois pour exprimer son opposition au projet. Un recours a été déposé en justice. Les précisions du président de l'association au micro d'Elsa González. Que ce soit Carrefour ou une autre enseigne, c'est pas vraiment ça notre souci à nous. Le problème, c'est celui qu'il y a derrière cette enseigne. Et il se trouve que le Carrefour de Saint-Laurent appartient au groupe des Pointes, le projet en tout cas. Et dans le groupe des Pointes, il y a surtout Sofrigu. Et il se trouve, voilà, que c'est justement le problème, puisque Sofrigu est notre fournisseur, le fournisseur de tous les petits commerçants de Guyane, le fournisseur exclusif en termes de surgelé et en termes de frais. Que les choses se sont passées de la même manière, insidieusement, petit à petit, à Cayenne, Kourou, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et là, les petits commerces sont en train de mourir à petit feu. Bon. C'est une mort annoncée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se fait pas d'illusions non plus, c'est un mouvement mondial. Hein. Mais bon, Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent. Et ça a toujours été Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est pas Cayenne. Saint-Laurent, nous, ici, on ne se laisse pas faire. De la musique à présent. Après 24 ans d'absence, les légendaires Vikings de la Guadeloupe ont fait leur grand retour sur scène cette année. En avril, une compilation spéciale sortait ravivant les succès du groupe aux multiples genres. Compa, Gwoka, Vals, Biguine ou encore Mazurka. Pour n'en citer que quelques-uns, les troubadours des années 70 seront en concert en Martinique la semaine prochaine. Jacques Canval et Moïse Dexter les ont rencontrés. Aux Antilles, dites seulement les Vikings et vous serez transporté dans un univers de sonorités puissantes, enjouées, où se mêlent humour, souhaitement de jazz et esprit caribéen. Quand on est revenu aussi, c'est laisser quelque chose pour le pays, parce que là on est avec le responsable du groupe, en fait la personne qui a formé le groupe, on est en train de quand même essayer de travailler pour que le groupe Viking devienne patrimoine guadeloupéen. On a fait des choses quand même très bonnes. Il y a 50 ans et c'est pour la bonne raison qu'on est encore là. Fondé en 1966, après moult valses, mazurka, biguine, salsa et compas à succès, le groupe quitte la scène au début des années 80 pour ce retour inattendu. Une grande joie pour moi que notre groupe Viking, qui a sévi dans les années 60 et 70 avec moi notamment, eh bien nous revenons un petit peu aux sources pour essayer donc d'égayer les Martiniquais. Entre Camille Sopran, Île-de-Verre, Guy Jacquet, Maxo, Fredo Cagos et Hippomène Léova, l'alchimie a bien pris et dure encore. Mais c'est toute une musique dite tropicale que les Vikings jouaient dans les années 60-70, améliorée avec les sons nouveaux, avec d'autres petites surprises, nouveautés et d'autres manières d'exécution. Ce qui compte surtout, c'est quand ils verront sur la scène, ils verront non pas un orchestre, mais une bande de joyeux copains et de bons amis qui se détendent et qui s'amusent. Et c'est en conquérant que le groupe va retrouver la scène martiniquaise pour y dérouler, avec de nouvelles sonorités, tous ces grands succès qui alimentent la nostalgie. On termine avec cette nouvelle manière de visiter la ville. Le Zeniana Cyclopousse débarque à Cayenne avec un parc inauguré hier par la société.com. Ces taxis-vélos adeptes des grandes villes permettront notamment aux touristes de visiter la capitale et ses alentours. Pour 1 heure de découverte, comptez 15 € et pour 4 €, comptez 15 minutes. Jonathan Lariot a assisté au premier tour de roue ce matin. Vagnola se rend à son cours de code, sans moyen de déplacement. Aujourd'hui, elle opte pour une manière de se déplacer assez inhabituelle. C'est en pouce-pouce qu'elle décide de se rendre à destination. Entre le vélo et la voiture, le cyclo-pouce sillonne déjà les rues de Cayenne. Le système de pouce-pouce, il est très bien.
surtout pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou pour ceux qui veulent découvrir la ville, les touristes. Non, moi je trouve qu'il est très bien. Pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager et de voir ce genre de transport, mais eux là maintenant ils peuvent le prendre et voir que c'est assez marrant. Hein. Il y a certaines personnes à qui ça fait plaisir, oui. Pourquoi? Déjà c'est confortable, on est là, on est confortable, ça va pas vite. Et puis ça permet de visiter. Et si la tâche peut paraître fastidieuse pour les conducteurs, loin s'en faut. C'est moi qui conduis et non, c'est pas galère, vu qu'il y a une assistance électrique et elle nous aide beaucoup. Donc qu'importe le poids de la personne, ce n'est pas un gros problème. Cette initiative, c'est Christine Ilido qui en est à la tête. Charmée par ce genre de transport qu'elle a connu dans ses différents voyages, elle n'hésite pas et ose. Le cyclopousse Z voit alors le jour. Et pour Christine, c'est un moyen de locomotion adapté à la Guyane. J'ai eu envie de tester. J'ai trouvé ça très ludique, très sympathique, dans l'air du temps pour le côté écologique, et je me suis dit pourquoi pas chez nous. Dans les rues de Cayenne, on a le climat adapté, problème de mobilité en Guyane, il y a plein de personnes, les jeunes, qui n'ont pas de permis, toujours, pas facilement. Les moyens de transport en centre-ville même, c'est pas toujours évident pour se déplacer. Au-delà du grand public, d'autres structures font déjà preuve d'un intérêt certain envers ce moyen de locomotion. C'est le cas de l'ADAPI en charge de l'accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap. Ça permettrait à nos personnes âgées qui ne sortent pas beaucoup de chez elles de revoir la ville, son évolution. Si elles font un tour en vélo, elles pourront reconnaître des personnes qu'elles connaissent, voir ce qui a changé dans la ville et se sentir un peu plus appartenir à la société. Mais en cyclopousse, hors de question de faire de trop longues distances. Seul le centre-ville de Cayenne est desservi par ces services. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. 3 ans de travaux résumés en une centaine de pages. Le rapport de l'enquête menée pour clarifier les circonstances d'événements majeurs aux Antilles et en Guyane a été remis à la ministre des Outre-mer. L'hypothèse de l'attentat contre Justin Cataillé est écartée. Richard Gabriel garde son poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie. Après les élections du mois dernier, l'installation de la nouvelle équipe s'est tenue cet après-midi. Le spectre de la plainte déposée par l'opposition plane toujours. Et puis, le cyclopousse débarque à Cayenne. Ce taxi-vélo habitué des grandes villes promènera les touristes dans les rues de la capitale et ses alentours sans polluer. Le parc de transport propre a été inauguré hier. Dans un instant, le 20h de TF1. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. À demain, même heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.